Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo qui marque le début du printemps sur ma chaîne. Oui, parce que c'est comme ça, j'ai décidé. J'ai réorganisé mes bibliothèques pour le printemps, comme je le fais à chaque saison. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sortie il y a quelques jours sur la chaîne, je vous la remettrai en barre d'informations. Et donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter ma palle pour le printemps. Alors il n'y a pas 50 livres dans cette palle, même si le printemps, comme toutes les saisons, ça dure à peu près 3 mois. Non mais c'est à peu près ça, hein, 3 x 4, 12, on est bon. Non, dans cette vidéo là, je vais vous montrer 4 romans et un graphique. C'est des livres, et donc le graphique, que j'ai choisi précisément pour le printemps, et je le dis à chaque fois, même si dans les faits je lis toujours plus, mais si je ne dois lire que 4 livres et un graphique sur le printemps, ça sera ceux-là. Dans les faits, à chaque fois je lis plus parce que j'ai un rythme de lecture qui me permet de lire plus que ça en 3 mois. Mais vraiment, je me concentre sur ces romans-là pour le printemps. J'aime bien faire ces petites palles, c'est un peu des challenges perso en plus de tous les challenges auxquels je peux participer, et ça me permet notamment de sortir des bouquins que parfois j'arrive pas à mettre dans les challenges et dans les palles des challenges parce que ça colle pas, ça correspond pas au thème, aux mots-clés, etc. Il y a des livres comme ça que je veux lire dans l'année et que j'arrive pas à mettre dans les challenges. Donc ils sont dans mes palles de saison. C'est le cas d'ailleurs pour le premier que je vais vous montrer. Et on va commencer tout de suite parce que on va commencer tout de suite et je vais arrêter de parler trop vite, même si je veux que cette vidéo ne dure pas une demi-heure. La première catégorie pour ces palles de saison, c'est de choisir un livre écrit par un auteur ou par une autrice que je n'ai jamais lu. Et là, cette fois-ci, l'auteur s'est un peu imposé à moi parce que j'en ai entendu parler coup sur coup dans 2 vidéos YouTube différentes de 2 personnes différentes, du vidéo booktube même. Et je me suis dit, allez, cette année, 2024, c'est l'année où je vais enfin lire Joël Dicker. Et donc, je vais commencer par La vérité sur l'affaire Henri Kébert, qui est son premier livre, en tout cas le premier livre publié et qui a eu un succès énorme. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse dans un de ses vlogs. Alors le vlog doit dater maintenant à l'heure où sort cette vidéo, mais c'est le vlog dans lequel elle explique que donc le dernier livre de Joël Dicker sort. Joël Dicker est suisse, Margot Liseuse également, et Margot Liseuse travaille dans l'entreprise chargée de la distribution des livres de Joël Dicker. Et donc du coup dans cette vidéo elle explique, alors c'est un vlog donc elle parle d'autres choses, hein, pas que de ça, mais entre autres elle explique que c'est un gros événement pour eux en Suisse, la sortie d'un Joël Dicker, parce que, je veux pas dire de bêtises, mais je vais pas dire de bêtises, donc c'est l'un des plus grands auteurs suisses. Je veux pas dire que c'est le plus grand, mais actuellement c'est quand même un des plus connus auteurs, un des auteurs côte suisse qui est les plus connus et qui est les plus reconnus dans la francophonie et dans le monde probablement. Donc c'est un gros événement pour son entreprise et pour elle particulièrement, donc elle en a pas mal parlé. Et ensuite j'ai vu un vlog de Piketty Bookin dans lequel elle reçoit donc ce fameux dernier livre sorti de Joël Dicker et dans lequel elle explique qu'elle n'a jamais lu de Joël Dicker et qu'elle va commencer elle par le dernier qu'il a publié. Moi je vais commencer par le premier. Donc voilà. Ce qui me fait peur avec ce bouquin, bah c'est simple, hein. Voilà, le truc c'est littéralement un pavé. Le bouquin, en plus je l'ai en poche, c'est littéralement la taille d'un pavé. Il est absolument énormissime, il fait plus de 700 pages. Oh bah non, il fait plus de 800 pages Audrey, carrément. Combien de pages fait-il précisément? Attendez. Il fait 855 pages. Donc ça va me prendre du temps. Et je me suis dit qu'une saison entière pour le lire, c'était mieux qu'un challenge sur un mois. Vous voyez, parce que mettre ça dans un challenge qui dure un mois, ça m'empêche de réellement pouvoir lire tous les autres livres que je vais mettre dans la palle du mois. Parce que un livre de 850 pages, bah, je le lis moins rapidement qu'un livre de 300 pages. Non mais c'est logique, c'est cohérent, tu vois. Après, je sais qu'apparemment c'est addictif et que ça se lit quand même vite. N'empêche que c'est quand même plus de 800 pages à lire, tu vois, donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle. Vraiment, j'ai un don pour ne pas savoir de quoi les livres parlent avant de les commencer. Écoutez, c'est comme ça. J'ai jamais lu le résumé, je sais que tout le monde adore, que tout le monde... que beaucoup de monde l'a lu, je veux dire que tout le monde l'a lu, bah non, pas tout le monde, que beaucoup de monde l'a lu, que c'est un livre vraiment adoré, un auteur vraiment apprécié, et que ça a été adapté en film, mais je ne sais pas l'histoire. Voilà, Henri Kébert, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qui se passe, et je veux pas savoir, donc je le commencerai dans le courant du mois d'avril, très probablement, parce que là, fin mars, ça va être compliqué, mais en vrai, voilà, en fait, voir ces 2 vidéos-là, à peu près au moment où j'ai dû choisir un livre d'un auteur ou d'une autrice que j'avais jamais lu, c'était un petit peu le déclencheur dont j'avais besoin pour choisir celui-là. Donc ce sera celui-là pour le printemps. La catégorie suivante, c'est tout simplement de lire une suite de sagas, parce que j'aime bien avancer dans mes sagas, et je me rends compte ces dernières années que plus ça va, moins j'avance
dans mes sagas et plus je les laisse traîner. Avant, vraiment, j'étais capable de lire une trilogie en 3 mois ou même en un mois. Et là, j'avance plus vraiment dans mes sagas. Donc j'ai carrément choisi un tome 2 qui se trouve être le dernier tome de la saga et qui est, si je me trompe pas, dans mes sagas à terminer en 2024. Donc comme ça, je fais pas mal de coups en une seule pierre. Ouais, je sais pas combien, je sais pas compter. Donc c'est Le Monde de la Chasseuse de la Nuit, le tome 2, L'étreinte des Ténèbres de Diane Frost. C'est la saga spin-off de La Chasseuse de la Nuit de la même autrice. J'ai lu le tome 1, ça commence à faire un moment. Alors vous voyez, c'est qu'un diptyque, j'aurais pu lire ce tome 2 il y a bien longtemps, mais je l'ai fait un peu traîner. On est sur de la bitlit, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je crois même avoir préféré le tome 1 à la saga La Chasseuse de la Nuit. Parce que l'héroïne ici me plaît plus que Kat. Ici on suit Denise, enfin dans le tome 1 on suit Denise. Ici il me semble qu'on suit pas Denise. Et alors j'ai trop hâte parce qu'on suit un personnage que... C'est ça, on suit Mencheres. Voilà. Mencheres dans la saga la Chasseuse de la Nuit, vous le savez si vous avez lu cette saga, c'est l'un des plus vieux vampires qui existent, à tel point qu'il a des liens avec les pharaons. Ouais, pour vous situer, voilà, on parle en égyptien comme ça, tu vois, le gars est ultra vieux. Et on va suivre son histoire avec du coup la jeune femme qu'il va rencontrer, etc. et dont il va tomber amoureux, etc. Ça reste de la bitlit, donc avec une romance un peu surnaturelle comme ça. Mais Mencheres, vraiment, c'est un personnage que j'adore, et c'est assez rare qu'on ait des vampires quand même aussi vieux que ça dans les sagas, parce que là, je sais pas combien de milliers d'années il a, mais clairement, il est ultra vieux, le gars, tu vois, et je sais pas s'il a réellement côtoyé Cléopâtre ou je sais pas qui, mais il est quand même très vieux. Peut-être que dans ce bouquin-là, on aura enfin son âge décrit et de calculer réellement, mais ouais, cette histoire me tente vraiment. Je suis un peu déçue qu'on retrouve pas Denise dans ce tome 2 quand même, mais bon, si c'est pour avoir Mencheres, j'avoue que je suis contente quand même. La troisième catégorie, c'est un peu l'inverse de la deuxième du coup, puisque c'est lire un tome 1, et là j'ai choisi un livre qui est dans ma palle du mois de mars que je vais lire d'ici la fin du mois. D'ailleurs je viens de me rendre compte que la couverture est coupée sur le côté. Écoutez, bref, c'est pas grave. J'avais un peu le choix dans ma palle du mois de mars parce que mine de rien j'ai mis pas mal de tomes 1 dans cette palle, mais j'ai choisi Léonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell. C'est un peu de la bitlit, mais pas vraiment non plus. Et je suis un peu deg parce que du coup l'autrice a réécrit ce livre-là en version young adulte, et donc je pense qu'on n'aura jamais le tome 2 en version adulte comme ça, et qu'on l'aura que en version young adulte. Mais bon, écoutez, au moins on aura la suite, parce que Cassandra O'Donnell a un petit peu de mal à écrire la suite, et surtout la fin de certaines de ses sagas, donc peut-être que comme ça va lui permettre d'avancer dans Léonora Keane. Et dans la saga mère, littéralement, de Léonora Keane, à savoir Rebecca Keane, puisque Léonora Keane, c'est la fille de Rebecca Keane. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle a réécrit le tome 1 donc de Léonora Keane en version young adulte, pour permettre aux gens qui n'ont pas lu Rebecca Keane et qui ne voudraient pas lire Rebecca Keane, de lire Léonora Keane. Ça s'appelle Dead Garden maintenant. Donc comme ça les gens peuvent lire Dead Garden sans avoir lu Rebecca Keane. Elle fait des remises en contexte de l'univers, etc. qui fait que si t'as pas lu Rebecca Keane, c'est pas très grave, tu peux quand même lire Dead Garden. Mais je suppose qu'ici il n'y a pas trop de remise en contexte, puisque bah, tu es censé avoir lu Rebecca Keane avant de lire Léonora Keane, fille donc de Rebecca Keane, qui a des pouvoirs très particuliers avec la mort, les chamans, etc. Et il y a toujours ce... En fait elle a un patrimoine génétique assez particulier, Léonora Keane, puisqu'elle est la fille donc de Rebecca Keane, qui est une sorcière Vicari, l'une des sorcières les plus puissantes de son clan. C'est un clan de sorcières françaises, et c'est assez drôle parce que au début, quand je disais Rebecca Keane, j'étais persuadée que Cassandra O'Donnell était américaine, et en fait Cassandra O'Donnell est française, et pourtant il y a tellement de critiques sur les Français, c'est un truc de ouf, et les Françaises, enfin bref. Donc, Rebecca Keane est une sorcière Vicari, ça veut dire une sorcière de guerre, et elle est l'une des sorcières les plus puissantes de son clan. Il y a plein de trucs politiques dans ce clan-là, etc., etc. Et le père de Léonora Keane est normalement quelque chose qui n'est pas censé arriver, mais son père est un vampire. Voilà, donc elle est mi-vampire, mi-vicari, et en plus, l'espèce de combo des deux va lui permettre de développer des pouvoirs que n'a ni son père ni sa mère, mais l'assemblage des deux génomes, on va dire, fait qu'elle a des pouvoirs liés à la mort, vraiment au surnaturel du côté limite fantôme, etc. Franchement, ça a l'air hyper cool, j'ai trop hâte, et voilà, fallait que je choisisse un tome 1, donc j'ai choisi celui-là.
Et pour la quatrième catégorie, en fait, pour chaque saison, j'ai choisi un genre spécifique par saison. Pour le printemps, c'est un genre assez large puisque c'est la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et là, je me suis dit que j'allais mettre précisément celui-ci parce que je sais pas trop. Allez, je sais que c'est de la SFFF au sens large, mais je sais pas trop dans laquelle des catégories précisément il rentre, le bouquin. Donc en gros, je suis pas sûre qu'il passe dans le mois de la fantaisie, donc le mois de mai, organisé par Piketty Bookin. Donc je me suis dit, au pire, s'il passe pas dans le mois de la fantaisie, c'est pas grave, je pourrais le lire et je le lirai parce qu'il est dans la page du printemps. Voilà, j'en ai parlé il y a pas très longtemps de ce livre-là parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté et donc je l'ai présenté dans le book haul check-in. C'est Save and Continue de Mel Jemsef. D'après ce que j'ai compris, on serait plus en SF et je lis rarement de la SF. En gros, je vais vous lire le premier paragraphe qui a marqué derrière. Je fais ça rarement, mais là je vais le faire parce que c'est plus simple. Qui n'a jamais rêvé de revenir en arrière pour corriger ses erreurs, comme lorsqu'on perd dans un jeu vidéo. Il suffirait de sauvegarder chaque instant de sa vie et de charger un point fixe dans le passé pour recommencer. Voilà. En gros, c'est faire play, pause, retour en arrière sur sa vie. Ça pour moi c'est de la SF, je ne sais pas trop quel autre genre ça pourrait être, mais dans le doute, il est là. Du coup, vu que techniquement, a priori, c'est de la SF, je suis pas censée pouvoir le mettre dans le mois de la fantaisie. Mais en même temps, le mois de la fantaisie, c'est fantaisie au sens anglophone du terme, et donc plutôt SFFF. Donc, peut-être ça passera. Je sais pas, je verrai en fonction des catégories que proposera Piketty et de ce qu'elle dira quand elle présentera le challenge cette année. Peut-être que je le glisserai quand même dans une des catégories. Mais ouais, ça fait plus d'un an que je l'ai acheté maintenant. Et je me suis dit qu'il était vraiment temps que je lise en fait. Parce que j'ai acheté ces bouquins-là de Mel Jemsef parce que je voulais lire d'autres livres de Mel Jemsef. Et puis je les ai pas lus en fait. Donc il est temps. Vraiment, il est temps. La SF, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai moins de mal avec la SF côté science que la SF côté planète et vie sur les autres planètes, dans la galaxie, etc. avec des vaisseaux et tout. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Mais le côté scientifique pur de la science-fiction, ça, c'est plus mon truc et c'est plus ce que j'ai déjà lu de Mel Jemsef. Donc je me dis que ça devrait le faire. Et donc, la toute dernière catégorie pour cette palle, c'est un graphique, tout simplement. J'ai un peu galéré et je galère de plus en plus à chaque fois de mettre un graphique dans ces pales-là. Alors c'est juste un seul graphique, c'est pas faux. Mais le problème c'est que premièrement j'emprunte beaucoup de graphiques à la bibliothèque, ce qui a pour conséquence que j'en achète beaucoup moins. Et que quand j'en achète, c'est des graphiques que j'ai déjà lus. Voilà. Et deuxièmement, le peu des graphiques que j'ai à moi, je les mets dans les pales des challenges parce qu'avec ma manie de mettre un roman ou un livre ou un graphique par catégorie, quand il y a beaucoup de catégories, je mets beaucoup de graphiques. Et donc je me retrouve avec plus de graphiques dans ma palle au moment de faire ma palle de la saison. Donc j'ai été à Cultura. Je vais rarement à Cultura, j'achète rarement des livres neufs, mais là j'ai été me balader à Cultura. J'ai acheté 3 bouquins à Cultura, je vous les présenterai probablement en book haul. Et je suis allée me balader dans le rayon des graphiques. Et j'ai trouvé ce truc là, que je connais pas, que j'ai jamais vu nulle part. J'achète des graphiques neufs tous les 8 mois, 10 mois, 1 an. Je n'achète quasiment jamais de graphique neuf. Et alors quand j'achète un graphique neuf, c'est en général une suite de saga ou alors un auteur ou un illustrateur que je connais déjà. Mais là, pas du tout. Je connais aucune personne de ce bouquin là, je ne l'ai jamais vu nulle part. Mais le titre m'a attiré et les graphiques à l'intérieur, les graphiques à l'intérieur, les dessins à l'intérieur aussi. Donc, j'ai pris Amelia Woods, c'est ça, le tome 1, Le manoir de Lady M de Carole Breteau et Morgane Lafille. Voilà, la BD est magnifique, vraiment. J'ai vaguement lu le résumé dans le Cultura avant de le prendre quand même, mais je me rappelle plus trop de quoi ça parle et j'ai pas envie du tout de relire le résumé. Je vais juste vous montrer une planche à l'intérieur. Et en plus, je me suis dit, c'est un tome 1, peut-être, va savoir, que je pourrais trouver la suite à la bibliothèque. Je sais pas du tout, mais voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'adore surtout, exceptionnellement, c'est la couverture. En général, je préfère les dos des BD, mais là, au dos, on a pas grand-chose. Voilà, je vous mets le résumé là, si vous voulez faire pause et le lire. Voilà, moi je ne le lirai pas, mais voilà, ça me tentait vraiment, avec cette jeune fille avec le médaillon et tout, vraiment, ça a l'air vraiment cool, et c'est chez Vent d'Ouest. Voilà, je dis jamais les maisons d'édition, mais là je l'ai dit, écoutez, c'est chez Vent d'Ouest. Voilà.
Voilà donc pour ma palle du printemps 2024. Je reviendrai à la fin de la saison pour faire le point sur ces lectures-là, ce que je les ai aimées, est-ce que je les ai pas aimées. D'ailleurs, je me suis rendu compte que depuis quelques saisons maintenant, c'est moins catastrophique qu'avant. Avant, vraiment, pour chaque saison, j'avais l'impression de choisir que des livres que j'aimais pas et que j'ai abandonnés. C'était une catastrophe. Et là, ça va mieux. Alors, je dis ça, peut-être que pour le printemps, ça va être une catastrophe, mais il y a peu de chance parce que Léonore Akin, a priori, ça devrait le faire. Le Janine Frost aussi. Harry Kéber, tout le monde adore. Ça le fera pas avec moi, mais tout le monde adore. Normalement, ça devrait passer. Et le mail James F, j'ai déjà lu du mail James F et j'adore. Donc il n'y a pas trop de raison pour que ça le fasse pas. Bref, si vous faites des pelles de saison et que vous voulez me les donner en commentaire, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse de nouveaux livres, nouvelles sagas, nouveaux trucs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.